cadre de concertation a été créé en 2013-2014 par le pouvoir public pour servir d'espace d'échange entre les parties prenantes au processus électoraux en République centrafricaine. Pendant 10 années, parce que nous sommes aujourd'hui en 2022, ce cadre a permis de résoudre de nombreux problèmes, d'anticiper sur les situations conflictuelles qui pouvaient naître des processus électoraux que le pays a connus. Aujourd'hui, la République centrafricaine se prépare pour aller vers les élections locales, ce qui suppose que l'expérience accumulée pendant 10 ans devrait servir pour que les régionales et les municipales qui sont à l'horizon se déroulent dans les conditions apaisées. Et pour cela, nous allons en parler sur ce plateau en recevant M. Abraham Moto-Bolum, qui est le coordonnateur du cadre de concertation. Il aura ainsi l'occasion de nous dire ce que cette structure a pu faire en termes de bilan pendant les 10 années, ce que le cadre a pu faire pour permettre aux Sud-Africains d'aller aux élections et d'éviter des crises, mais surtout, il pourrait également nous dire de quelle manière cette structure entend travailler pour que les élections locales se déroulent dans un environnement apaisé. Monsieur Abraham Moto-Bolum, bonjour. Bonjour, Monsieur Mbaya. Monsieur Abraham Moto-Bolum, vous avez été ministre de l'Habitat en Centrafrique de l'année 2003 à 2005. Donc, vous avez été membre du gouvernement. Vous êtes quelqu'un qui a été aux commandes des affaires de l'État. Et donc, vous avez suffisamment d'expérience en tant qu'ancien ministre. Et aujourd'hui, vous êtes le coordonnateur du cadre de concertation, qui est une structure qui joue un rôle clé dans les processus électoraux en République centrafricaine. Et sauf erreur de notre part, le cadre de concertation a été créé en 2013, en même temps que l'autorité nationale des élections. Et donc, ça fait plus ou moins, on peut parler d'une décennie d'expérience et de pratiques de réconciliation, de négociation. Aujourd'hui, si on vous demandait de présenter un bilan du cadre de concertation sur 10 ans, comment est-ce que vous le présenterez pour le grand public centrafricain? Merci, M. Mbaya. Vous l'avez déjà dit, si on commence à faire l'historique ou bien l'histoire du cadre de concertation, on va se perdre en conjecture. Parce que ça a été créé en 2013-2014, comme vous l'avez dit. Cela n'était pas anodin, parce que c'est né de conflits électoraux. La CENI d'antan, qui n'était pas indépendante, autonome comme celle d'aujourd'hui, ne pouvait pas être juge du parti. Quand il y avait des conflits électoraux, on ne savait pas dans quel cadre les principaux acteurs pouvaient se réunir. Si j'ai bonne mémoire, la personne qui a entraîné le cadre de concertation pour les élections, c'est M. Linga. Il a créé, et après M. Linga, c'est M. Papeignan qui a été dynamique. Et il voulait même faire du cadre de concertation une institution, mais le gouvernement s'y est opposé parce que ça risquait de faire doublon avec l'ANE. Et après Papeignan, paix en son âme, c'est M. Mazet qui a pris la commande. Et moi, je viens de prendre la commande il y a 5 mois. Le bilan, je crois que le cadre de concertation a résolu beaucoup de conflits électoraux. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques, citez-nous un ou deux cas où le cadre de concertation a été vraiment présent? Quand j'étais... Vous savez, les opérations électorales, ils répondent à des délais parfois incompressibles, des délais légaux, hein, c'est le code électoral. Et parfois, l'ANE ne peut pas respecter ces délais. Et quand l'ANE ne peut pas respecter ces délais, on peut compresser le délai, et c'est dans le cadre du cadre de concertation qu'on peut trouver une solution. Vous vous rappelez, je n'étais pas coordonnateur, mais j'étais participant. Il était question qu'on dise oui ou non, on peut reporter les dernières élections couplées, présidentielles et législatives. Là, nous sommes en 2021. Là. Oui, tout à fait. Et c'est grâce au cadre de concertation qu'on a frisé la catastrophe, parce que il était question qu'on reporte les élections, comme les délais légaux étaient compromis, l'opposition n'était pas d'accord, et c'est dans ce cadre-là qu'on a trouvé une solution
pour que les élections aient lieu, pour que tout le monde convienne de la compression des délais légaux, pour que les élections aient lieu dans le délai. Monsieur Abraham Goto Gollum, on va revenir un peu sur ces détails où le cadre de concertation a eu à intervenir pour éviter certains problèmes. Mais revenons d'abord à sa structure. Tout le monde sait que c'est une structure qui regroupe trois composantes. Il y a les pouvoirs publics, il y a les partis politiques, et il y a la société civile. Toutes ces entités sont représentées sur l'ensemble du territoire national. Est-ce que le cadre de concertation à ce jour est autant représenté ou c'est seulement concentré sur la ville de Bangui? Vous voyez l'environnement de l'ANE, il y a le cadre de concertation pour les élections, il y a le comité stratégique des élections, présidé par le Premier ministre lui-même, et il y a le ministre de l'administration du territoire. Il y a les partenaires financiers et techniques et financiers qui sont impliqués dans l'organisation des élections, chacun en ce qui le concerne. Le cadre de concertation, comme vous l'avez déjà dit, est composé de trois entités. Il y a les pouvoirs publics, les partis politiques et les organisations de la société civile. Pouvoir public, 4, parité respectée, 2 femmes, 2 hommes. Partis politiques, 4, 2 majorités, 2 oppositions démocratiques. Donc, une femme de chaque. Et on a les organisations de la société civile, 4, dont 2 femmes et 2 hommes. Donc nous sommes, en quelque sorte, un échantillon représentatif des principaux acteurs impliqués dans le processus électoral. Justement, M. Abraham Goto Gollum, la question que nous soulevons, c'est de savoir si le cadre de concertation, dont la composition est très équilibrée, est représenté sur l'ensemble du territoire. Parce que les conflits électoraux ne se concentrent pas dans la ville de Bangui. Nous avons 20 préfectures aujourd'hui en RCA, et souvent les contestations peuvent partir des provinces. Tout à l'heure, on y reviendra. Est-ce que vous avez des antennes sur les 20 préfectures qui représentent la RCA à ce jour, en tant que cadre de concertation? Ça fait l'objet d'une recommandation lors de la journée d'information. Il est question que le cadre de concertation crée ses démembrements à l'extérieur. Vous savez, c'est une question de temps et une question d'argent. On va le faire. Il y aura nos démembrements, comme ceux de l'ANE. Et ça fait l'objet d'une recommandation forte lors de la dernière journée d'information sur les démembrements de l'ANE. Donc je crois que on y a déjà pensé, et si on a des ressources financières, on va le faire. Mais cela veut dire très clairement qu'aujourd'hui, si les élections, par exemple les élections locales qui s'annoncent pour l'année 2023, venaient à occasionner des situations conflictuelles, est-ce que cela veut dire que le cadre de concertation n'aurait pas la possibilité, en tout cas, d'avoir une sorte de mécanisme d'alerte précoce à partir des provinces du pays, puisque vous êtes concentré? On a des mécanismes, Nous sommes aussi bien impliqués dans les élections en province, parce qu'on effectue des missions. On a cette mission de sensibilisation et même la mission d'observation. Pendant les élections, on envoie nos gens sur le terrain pour sensibiliser, par exemple, s'agissant des nouvelles élections, les élections locales, qui sont des élections complexes et spécifiques. On va envoyer des membres du cadre de concertation qui portent le titre de conseillers électoraux sur le terrain. Ça reste quand même occasionnel, monsieur le coordinateur. Ça, c'est à l'occasion que vous envoyez les gens sur le terrain. Mais est-ce qu'il n'est pas possible déjà de penser, du moins, à une certaine permanence de vos structures, enfin de vos antennes dans les pays? Peut-être que ce serait mieux pour avoir ce mécanisme d'alerte qui vous permettrait d'avoir réellement les informations en temps réel en cas de besoin. C'est ça le problème que nous soulevons. Tout à fait. Mais la faisabilité est déjà faite. On a fait un plan pour, ne serait-ce qu'au chef-lieu des préfectures. Vous savez qu'on a 20 préfectures. Si on peut faire un effort pour que
le cadre de concertation soit représenté dans chaque chef-lieu de préfecture, ce serait une bonne chose. Vous savez qu'on ne peut rien faire sans ressources financières. C'est très beau de dire tout ça, mais sans ressources financières, on ne peut pas le faire. Vous savez, déplacer les gens ou bien aller sur le terrain, coopter ou bien élire les gens pour qu'ils représentent des cadres de concertation, ça nécessite de l'argent. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Monsieur le coordinateur, votre mission est difficile. Le cadre de concertation est régulièrement sur la brèche à cause des situations que les élections peuvent créer. Et justement, en tout cas, vos explications nous permettent de revenir sur un cas précis. En 2020-2021, il y a eu les élections générales en Centrafrique, élections présidentielles et élections législatives. Mais nous avons été, je dis nous, la RCA, était pratiquement au bord d'une crise armée, justement à cause des élections. Est-ce que le cadre de concertation avait eu l'occasion de jouer pleinement son rôle à cette période-là? Bien sûr, bien sûr. Comme je vous disais tout à l'heure, grâce au cadre de concertation, que les élections ont lieu dans le délai légal. Et le cadre de concertation avait élaboré ce qu'on appelle le code de conduite, le code de bonne conduite, qui devait être signé par les principaux candidats. Je crois que vous êtes au courant que beaucoup de candidats n'ont pas signé ce code de bonne conduite. Le code de bonne conduite voulait dire quoi? Voulait dire que il faut qu'on respecte l'éthique, il faut qu'il y ait le fair play. Si vous perdez, il faut reconnaître que vous avez perdu et aller saluer le vainqueur. Mais on a eu beaucoup de problèmes parce que personne, surtout de l'opposition, n'a signé ce code de bonne conduite. Et on va le faire cette année. On va élaborer un code de bonne conduite pour les locales. Oui, pour les locales, oui. On va élaborer un code de bonne conduite pour les locales. Monsieur le coordinateur, enfin, si on va couper, nous sommes encore en 2020-2021. Vous aviez élaboré un code de bonne conduite qui n'a pas été finalement signé par tous les acteurs, par tous les candidats de l'époque. Est-ce que vous pouvez considérer cela comme un échec du cadre de concertation ou c'était dû à quoi? Non, pas du tout. Nous, vous savez, on a fait appel à une expertise. Hein. On a élaboré. Le problème ne se posait pas au niveau du cadre de concertation. On a élaboré et on a fait valider ce code de concertation. Ça fait l'objet d'une cérémonie solennelle à Léger, où tout le monde, et puis devant la communauté internationale, où tout le monde devait venir signer. Mais je crois qu'il y a très peu de partis, j'ai la copie, très peu de représentants, des candidats ou des candidats eux-mêmes qui ont signé. Surtout, dont les candidats de l'opposition ont refusé purement et simplement de signer ce code de bonne conduite. Est-ce que la faute est imputable au cadre de concertation? Je ne crois pas. Là, maintenant, la RCA se prépare pour aller aux élections locales, annoncées par l'autorité nationale des élections pour l'année 2023. Est-ce que l'expérience du passé peut aujourd'hui inspirer le cadre de concertation pour des actions anticipatives afin d'éviter d'éventuels conflits, puisque les élections locales, c'est quand même depuis 3 décennies qu'elles n'ont pas été organisées. Il est évident qu'il y aura des problèmes à l'occasion de ce processus électoral-là. Mais qu'est-ce que le cadre de concertation entend faire actuellement pour faciliter ce travail à l'ANE? Vous savez, comment fonctionne le cadre de concertation? Le cadre de concertation assiste l'ANE dans sa mission. Et dans cette mission, le cadre de concertation essaie de préparer des sessions, ce qu'on appelle des journées d'information, et c'est l'ANE qui est le maître de cérémonie, en fait. L'ANE est le maître d'œuvre. S'agissant des élections locales, le ministre de l'administration du territoire a créé un comité de relecture parce qu'il y a plusieurs années qu'on n'a pas parlé des élections locales. Le ministre de l'administration du territoire a mis en place un comité chargé de la relecture de certaines dispositions du code électoral pour l'adapter au contexte des élections municipales. Donc, c'est ce qu'on a fait. Qu'est-ce que peut faire le cadre de concertation? On va le faire dans le cadre de notre mission avec l'ANE. Sensibiliser beaucoup plus les
les principaux acteurs et bientôt parce que ça sera un scrutin de 10, c'est pas évident. On a 85 sous-préfectures. On se dit, dans les réformes administratives, chaque sous-préfecture doit avoir au moins deux communes. C'est des élections municipales. Donc, c'est les communes qui sont impliquées directement. Et ces communes vont se transformer en centre d'élection. Ça sera des circonscriptions électorales toutes faites. Alors, multiplié par 2, vous voyez que il y aura, on n'avait que 140 pour les législatives. On n'avait qu'une seule circonscription, qui est le territoire centrafricain pour les présidentielles. Et cette fois-ci, on aura beaucoup plus de circonscriptions électorales que d'habitude. Et ces élections ont leur spécificité. Et c'est complexe parce que c'est des élections de liste. Et il y a le problème genre, il y a le problème de la jeunesse, il y a le problème de personnes vivant avec le handicap. Donc, tout ça, on ne peut pas le faire tout seul parce que c'est l'ANE qui conduit ces élections-là. C'est l'ANE qui a l'expertise technique des élections. Nous, on ne fait que accompagner l'ANE dans cette mission. Donc, on va faire des missions de sensibilisation parce qu'il faut que les candidats sachent ce que c'est qu'un scrutin de liste. On va le faire, mais de concert avec l'ANE sur le terrain. C'est ce qu'on compte faire, et puis faire des journées d'information, aussi bien à Bangui qu'en province. Monsieur le coordinateur, le problème que nous soulevons ici, et on y revient, c'est que le cadre de concertation étant un espace d'échange, on comprend aisément qu'il s'agit d'anticiper, de prévenir les crises. Et les élections locales, vous l'avez si bien dit, en tout cas ont été absentes pendant plus de 3 décennies. Il va de soi que des incompréhensions risquent d'éclater. Mais on apprend aussi déjà dans les coulisses qu'il y aurait des partis politiques qui ne sont pas favorables à la tenue de ces élections locales. Je veux parler des municipales et des régionales. Sur ce point précis, qu'est-ce que vous pensez, vous, en tant que responsable du cadre de concertation? Donc, vous savez, pour éviter les conflits éventuels. Écoutez, un parti qui ne veut pas aller aux élections, on ne peut pas mettre un pistolet à Satan pour lui dire qu'il faut aller aux élections. Mais le problème, c'est que justement, il ne s'agit pas d'obliger les gens, mais justement, c'est par ce canal que les conflits commencent progressivement par s'inviter dans la mécanique. Voilà. Bon, c'est un procès d'intention. On ne sait pas encore si ces partis-là vont aller ou ne vont pas aller. Ce n'est pas le travail du cadre de concertation d'aller forcer les partis à être candidats ou bien à présenter des candidats. La mission du cadre de concertation, c'est celle que je viens de vous décrire. Elle consiste à accompagner l'ANE dans sa mission. L'ANE qui a l'expertise technique de l'organisation des élections, de préparation, organisation, supervision. Nous, on accompagne l'ANE. Notre mission, nos attributions, c'est de faire de sorte que, à chaque grande étape des élections, mise en place des démembrements, opération de cartographie, bientôt recensement, ainsi de suite, qu'on fasse ce qu'on appelle des journées d'information pour informer les acteurs. Mais bon, les acteurs, ce sont ceux-là, parce qu'il y a les partis politiques, aussi bien de l'opposition que de la majorité. Hein? C'est pendant cette séance-là, cette tribune-là, qu'on essaie d'informer les gens. Mais, M. Maya, un parti peut dire que moi je ne présente pas de candidat, on ne va pas le forcer à présenter des candidats. Le problème, c'est qu'il y a toujours un non-dit. Hein. Quand un parti dit qu'on ne va pas, et essaie d'entraîner d'autres partis pour qu'ils n'aillent pas, cela signifie qu'il y a en perspective un conflit. Il y a des partis qui refusent d'aller aux élections, on ne peut pas les forcer. Ce n'est pas notre mission de forcer un parti à présenter absolument des candidats. Vous savez, les candidatures, ce n'est pas seulement au niveau des partis politiques. Il est vrai que les partis politiques sont les maillons forts, parce qu'au fait, c'est la mission d'un parti de conquérir le pouvoir et de l'exercer. Au fait, c'est l'objet même d'un parti. Mais on a mis en place la loi relative aux partis politiques et au statut de l'opposition. Alors, on a même mis des sanctions
on a dit aux législatives, si un parti n'arrive pas à recueillir 5% du suffrage valablement exprimé, ce parti sera rayé de la liste des partis politiques. C'est une sanction. Donc, quel est l'objet d'un parti? C'est ce que je viens de vous définir. Alors, un parti ne peut pas dire, moi je ne vais pas aux élections, je boycotte les élections. Bon, la mission du cadre de concertation, ce n'est pas de mettre un pistolet à la tempe du parti ou bien du représentant pour leur dire allez aux élections, mais on sensibilise au maximum. Et je me dis toujours que c'est un procès d'intention encore, parce qu'on ne sait pas quel parti va aller, quel parti ne va pas aller. Merci, M. le coordinateur. Juste une dernière question. Nous sommes au terme de notre entretien. Tout à l'heure, vous avez parlé de la relecture du code électoral. Oui. C'est actuellement en cours. Moi, il y a des experts qui ont été commis et qui ont travaillé sur ce projet. Et nous savons que les femmes ont souhaité avoir la modification de certaines dispositions afin de favoriser leur candidature pour les prochaines élections en RCA. Les jeunes ont posé plus ou moins le même problème. Les personnes vivant avec handicap ne se sont pas faites oublier non plus. Et donc, il y a quand même plusieurs entités, plusieurs parties prenantes qui souhaitent que le code électoral centrafricain soit modifié afin que les élections soient beaucoup plus équilibrées pour tout le monde. Et nous savons que le cadre de concertation se trouve là en plein dans cette mécanique qui devrait permettre des élections apaisées. Vous, en tant que coordinateur du cadre de concertation, qu'est-ce que vous pouvez dire au grand public sur la question de la relecture du code électoral? C'est la dernière question que nous posons, M. le coordinateur. Oui, bon, je crois que c'est ça qui a guidé le ministre chargé de l'administration du territoire à mettre en place ce comité. Et là, il n'a pas attendu parce que j'ai été membre de ce comité. Et on a travaillé sur la base des modifications apportées par l'ANE et MINUSCA. On dit souvent qu'il ne faut pas vendre la peau de l'urse avant de l'avoir tué, parce que ce projet de code électoral prend en compte tout ce que vous venez de dire, c'est-à-dire prend en compte tous ces soucis. Les femmes, par exemple, on parle de listes zébrées, alternées, il faut qu'il y ait autant de femmes que d'hommes dans une liste. Personnes vivant avec handicap. Vous voyez, l'un des critères d'éligibilité, c'est être de bonne santé physique et mentale. Ça, c'est empêcher à un handicapé de se présenter. Et donc, cette situation a été revue. Ça a été revu. Vous savez, c'est quand même une bonne nouvelle. Oui, vous savez, le comité était un melting pot. Il y avait toutes les entités étaient représentées. Même les farouches défenseurs des droits des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec handicap étaient représentés. On était 12 membres. Alors, ce projet-là, je dirais même un avant-projet, cet avant-projet va suivre son chemin. Parce que, une fois qu'on aura remis solennellement le projet au ministre, ça fera l'objet d'une cérémonie. Ce projet va être soumis à un atelier de validation. Après l'atelier de validation, ça ira sur la table du gouvernement. Qui dit gouvernement, commission de texte, ainsi de suite, et ça ira maintenant à l'Assemblée nationale pour le vote. Vous voyez qu'il a encore du chemin à faire. Mais tous les soucis ont été pris en compte. On a travaillé sur la base des propositions de l'ANE, qui n'a pas attendu, et de la MINUSCA. Et on a enrichi ces propositions. Parce que tout le monde était là, et il y avait des gens qui ont vécu sur le terrain ces soucis. Donc, il y a eu beaucoup de modifications. Il y a eu des dispositions qui ont été adaptées au contexte des élections municipales. Je crois que pour ça, il n'y aura pas de problème. Les femmes sont prises en compte. Liste alternée. Quand vous présentez une liste, il faut qu'il y ait autant de femmes que d'hommes. La jeunesse est prise en compte. Bon, qui dit jeunesse, c'est hybride, c'est-à-dire dans la liste, on ne peut pas dire, bon, il faut prendre que des jeunes. Non, mais il y aura des jeunes, disons. Et les personnes vivant avec handicap, c'est ce que je vous ai dit. Bonne santé physique et mentale, ça a été briefé. Maintenant, il faut être en bonne santé. Point. Je dévoile des secrets, mais c'est un avant-projet qui va suivre son cours, parce que cet avant-projet n'a pas encore été remis au
au ministre chargé de l'administration du territoire, et ça va faire l'objet d'un atelier de validation avant d'aller vers le gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur Abraham Ngouto-Boloum. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du cadre de concertation. Vous avez accepté ce moment d'entretien afin de permettre au grand public centrafricain d'être informé sur la mission du cadre de concertation et surtout sur le travail délicat qu'il est appelé à abattre à l'occasion des processus électoraux. Et on suppose que pour les élections municipales et régionales annoncées pour l'année 2023, le cadre de concertation, qui fait partie des parties prenantes, en tout cas aura encore un rôle majeur à jouer pour que des élections apaisées puissent se réaliser à cette occasion. En tout cas, monsieur le coordonnateur de la concertation, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, monsieur Baya, de m'avoir donné cette occasion d'expliquer quand même au grand public ce que c'est que le cadre de concertation. Je crois que ça ne sera pas la fin de l'émission. Il y aura... Ça c'est sûr, on aura encore se retrouver ici sur le plateau. Merci, merci, monsieur. Merci beaucoup.